Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 23 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi, bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité, loin de l'image lisse et parfois filtrée aperçue sur les réseaux sociaux. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais surtout maman d'une petite fille de 2 ans, Ella. Maman, papa, t'aimes? La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Alors pour ce 23e épisode, on va aborder un thème très important, carrière et maternité. 2 sujets, 2 mondes parfois complètement opposés et qui pourtant constituent la vie de la plupart d'entre nous. J'ai vu circuler cette phrase sur les réseaux sociaux en anglais qui m'a beaucoup parlé. Elle dit, je cite, « On demande aux femmes de s'occuper des enfants et de travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants. » Le vrai problème, quand on aborde ces sujets, c'est comment les entreprises gèrent cet événement. Caroline Tellier est la directrice générale France de PayPal, un grand groupe américain. Et à 38 ans, elle a gravi les échelons à son rythme pour arriver à un poste convoité et à mon goût un peu trop souvent réservé aux hommes. Mais Caroline a surtout réussi à faire coïncider sa vie de famille avec sa carrière. Elle a 2 enfants, une fille et un garçon. Et je sais que c'est un sujet majeur pour les femmes. Comment gérer son ascension professionnelle et sa vie familiale? À travers cet épisode, Caroline vous livre ses clés, la façon dont PayPal l'a encouragée, aidée et portée pour rendre compatibles les 2 aspects majeurs de sa vie. Elle raconte également comment elle a pris en main sa destinée au moment de devenir mère sans subir. Alors le mythe de la working girl est-il possible? Réponse dans cet épisode. Très bonne écoute. Merci Caroline de me recevoir presque chez toi, parce qu'on est chez PayPal à Paris. Merci à toi. Comment ça va? Ça va bien. Ouais. Ça va très bien. Est-ce que ça te parle, ce mot matrescence ou ce concept, le fait de devenir mère? Alors, je connaissais pas ce terme de matrescence. Après, le fait de devenir mère, c'est un sujet dont j'ai beaucoup parlé avec mes amis, puisque voilà, entre 30 et 40 ans, pour la plupart d'entre nous, on est devenu maman. Et c'est vrai qu'avant la trentaine, j'entendais dire qu'à un moment donné, l'instinct maternel se révélait et que c'était le moment où tu savais que tu étais prête pour faire un enfant. Et pour tout te dire, je pense ne jamais avoir eu ce moment. Et ce qui m'a finalement aidée à me jeter dedans, c'est que j'ai toujours mon mari qui était peut-être encore moins prêt que moi. Et souvent, quand on sent qu'on ne peut pas avoir les choses, c'est là où on a extrêmement envie de les avoir. Donc du coup, ça a été ma motivation d'essayer de le convaincre. Et c'est comme ça qu'on a fait la première, puis le deuxième. Mais c'est vrai que jamais je me suis dit je suis complètement prête. Et pour autant, ça se passe bien aujourd'hui. Mais j'ai pas eu cette révélation. Et est-ce que le fait de devenir mère, ça a été un passage dans ta vie, quelque chose qui t'a marqué, ou est-ce que ça n'a pas eu d'impact finalement sur toi, ta vie personnelle? Alors ça a eu évidemment un grand impact. Et le premier, je trouve que c'est ce sentiment de responsabilité, d'énorme responsabilité que j'ai eu, en me disant, voilà, maintenant il y a un petit être et maintenant 2 qui sont au monde grâce à moi, ou en tout cas de par mon choix. Et je dois tout faire pour qu'ils soient heureux et que je leur donne le meilleur. Et donc, je trouve que c'est une vraie motivation à être heureux soi-même et essayer de relativiser beaucoup plus, en tout cas montrer un aspect de soi qui n'est pas forcément celui qu'on a à l'intérieur, parce que évidemment, il y a plein de moments où je suis angoissée, je me pose des questions, métaphysiques ou pas, et j'essaye de faire en sorte que je ne leur transmette pas ça. Et d'être justement à leur écoute pour que voilà, ils aient des réponses à leurs questions et qu'ils soient le plus heureux possible.
Alors le sujet maternité et carrière, c'est un sujet qui tracasse beaucoup les femmes avant d'avoir des enfants ou en ayant eu des enfants. Est-ce que tu peux nous raconter quand tu as eu ton premier enfant, donc ta fille, l'âge que tu as, le poste, à quel moment de ta carrière professionnelle tu en es? Alors, j'ai eu ma première fille juste avant d'avoir 32 ans. C'était en novembre 2012. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que pour mes 2 enfants, à chaque fois, ça a été les moments de ma carrière, les moments où j'ai été enceinte, les moments de ma carrière qui étaient un peu en flottement. En 2012, à cette époque-là, j'étais pas forcément très bien dans l'équipe dans laquelle j'étais. Il y avait eu un changement de management. Je me posais pas mal de questions. Ce qui m'a permis aussi de me sentir, d'un côté, assez à l'aise d'être enceinte, parce que j'avais pas le sentiment d'avoir une pression incroyable. Et surtout, ce que ça m'a permis, c'est d'assumer que j'étais pas forcément très bien et d'en parler, en me disant, bah voilà, c'est l'occasion, je m'éloigne pendant 3 mois et demi du travail. Donc, c'est peut-être le moment pendant lequel des choses peuvent se passer, et autant que je sois très claire avec les gens avant de partir pour qu'on réfléchisse ensemble à des solutions. Donc, l'idée, ça a vraiment été de casser le tabou et de me dire, on va faire en sorte que les choses évoluent. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi une façon de mettre un peu un ultimatum ou une menace en disant, bah, si je suis pas là, je suis en congé maternité, mais c'est aussi potentiellement l'occasion pour moi de rencontrer des gens à l'extérieur. Donc, soit vous essayez de faire en sorte de m'aider, soit je vais m'aider un peu toute seule. Et ça a marché? Et dans les 2 cas, ça a marché, puisque la première fois, donc, quand je suis revenue du congé maternité de Victoria, j'ai changé de rôle. Donc, j'ai changé de manager. Enfin, j'ai changé de manager. En fait, j'ai reporté au manager de mon manager directement. Et il m'a créé un poste un peu sur mesure sur un sujet qui était très, très chaud et très stratégique pour l'entreprise. Donc, t'étais déjà chez PayPal? J'étais déjà chez PayPal, pardon. Alors, j'ai pas répondu à cette question. Moi, j'ai rejoint PayPal en décembre 2010. Donc, en fait, voilà, j'avais 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Donc, voilà, premier retour de congé mat, changement de poste et promotion. Donc, alors promotion, parce que chez PayPal, en interne, on a des niveaux. Et donc, voilà, j'ai pris un niveau et changé de poste en même temps. Donc, bonne nouvelle, ça m'a permis de repartir sur des bonnes bases. Alors, j'étais au sein de la même grande équipe, donc j'interagissais avec un peu les mêmes personnes. Mais en tout cas, moi, j'avais un autre manager et un autre sujet. Et puis ensuite, j'ai continué à évoluer dans cette équipe. Et donc, 3 ans plus tard, 2e congé maternité. Et là, en fait, donc j'ai accouché en décembre. Et à l'été, en fait, c'est le moment où PayPal et eBay se sont séparés. Et donc là, grosse réorganisation qui impacte pas mal de personnes, mais notamment moi. Et à ce moment-là, je me retrouve dans une situation où je perds toute mon équipe. Et mon équipe et moi, on reporte à une personne en Angleterre. Ce qui donc n'est pas une excellente nouvelle pour moi. Et voilà, sachant que 4 mois plus tard, je pars en congé maternité, j'ai fait 2 choses. La première, c'est que je me suis dit, je ne vais pas me laisser distraire par cette réorganisation. Et j'étais sur des projets qui me passionnaient et auxquels je croyais énormément. Donc, je me suis dit, souvent on dit, il ne faut pas demander la permission, il faut demander, plutôt de se faire pardonner. Enfin, l'expression, elle est en anglais, c'est « don't ask for permission, ask for forgiveness ». Donc, je me suis dit, je ne vais pas demander la permission, mais je vais continuer à travailler sur ce qui me plaît, et puis on verra si derrière quelqu'un me le reproche. Ce qui m'a permis d'aller jusqu'à mon congé maternité sans trop me préoccuper des changements qui arrivaient sur le papier. Et la deuxième chose, c'est que de la même manière, j'ai dit aux gens, voilà, c'est la situation telle qu'elle est sur le papier, justement, elle me convient pas. Maintenant, la chance qu'on a, c'est que il me reste 4 mois jusqu'à mon congé maternité, puis encore 4 mois après mon accouchement. Donc, en gros, on a un peu plus d'une demi-année pour faire évoluer la situation. Et pareil, si jamais on n'y arrive pas, c'est pas grave. J'irai prendre des contacts en externe. Et finalement, avant que je parte en congé maternité dans cet intervalle de 4 mois, on est revenu vers moi avec 4 opportunités différentes au sein de PayPal. Qui étaient géniales toutes les 4. Une, celle que j'ai finalement prise, qui était vraiment à l'opposé de ce que je savais faire et vraiment un vrai stretch professionnel. Mais ce qui a fait que voilà, quand je suis revenue de congé maternité de mon 2e, j'ai eu à nouveau une promotion et puis un changement de rôle. Voilà, 2 expériences plutôt positives. En fait, ce qui me frappe dans ce que tu racontes, c'est que tu as été
proactive finalement. On a tendance un peu à subir et à se dire mince, je suis enceinte, comment je vais l'annoncer, à être dans un effet négatif. Tu l'as pas du tout vu comme ça et tu t'en es servi finalement. Alors, je m'en suis complètement servie et d'ailleurs, je me dis même que le fait d'avoir été enceinte m'a permis d'être encore plus honnête sur mon ressenti de la situation. Et le fait de savoir que j'allais m'éloigner me rassurait et je me disais en fait c'est un super bon timing pour tout le monde parce que du coup moi je vais arrêter de ruminer mes frustrations et eux finalement ça leur laisse du temps pour m'aider à clarifier les choses et à me trouver un nouveau challenge. C'était donnant et gagnant pour l'entreprise et pour toi. Exactement. Ah, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on entend un peu. On parle beaucoup des discriminations, mais on oublie de dire que aux femmes aussi de se dire qu'elles peuvent et qu'elles sont capables et qu'elles ont le droit. Exactement, oublie ça. Complètement. Et puis moi, ça m'est arrivé aussi d'avoir ce genre de discussion avec des amis ou des collègues, un peu dans des situations, un peu dans des impasses à des moments de leur carrière où, quelque part, tu as l'impression qu'effectivement, à un moment donné, il faut mettre un ultimatum à ton management. Et un ultimatum, ça peut être complètement artificiel. C'est compliqué de dire à quelqu'un, maintenant, je te laisse 2 mois pour que tu reviennes vers moi avec quelque chose d'intéressant. Et je trouve que le prétexte du congé maternité, qui du coup imposait une date de soi-même, m'a aidé à quelque part poser cet ultimatum. Après aussi dans ton entreprise, ils savaient qu'ils allaient te valoriser à ton retour. Enfin, c'est vu comme revenir d'un congé maternité, c'est pas un boulet en soi. Non, pas du ça tout. Aussi. Pas du tout. Effectivement, c'est pas du tout un boulet. Et moi, il se trouve que j'ai été dans ces situations un peu compliquées à ces moments-là, mais ça, voilà. D'un côté, c'est pas des situations qui arrivent forcément très souvent, et d'un autre côté, les congés maternité, c'est pas du tout des périodes qui sont mal vécues, et on pourra en reparler. Quand tu envisages de faire ton premier enfant, est-ce que potentiellement tu te dis que tes priorités vont changer? Est-ce que ça te fait peur? Comment est-ce que tu le vis à ce moment-là? Alors, je me le dis pas forcément. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que on en parle souvent avec des amis. Moi, j'ai toujours eu l'impression que être mère allait pas me changer fondamentalement. Moi, je suis quelqu'un d'assez passionné par mon travail, passionné par mes amis. Je dédie beaucoup de temps à ma famille, à mes amis pour des événements sociaux ou festifs, et je me suis toujours dit j'ai envie de à minima de garder cet équilibre et de pouvoir toujours consacrer autant de temps aux gens qui m'entourent et qui sont là depuis toujours. Et c'est vrai que je me rends compte qu'on a été plusieurs à se dire ça, et finalement on n'a pas toutes réagi de la même façon à l'arrivée des enfants. Moi j'ai réagi tel que je l'envisageais, et effectivement j'ai pas l'impression que ma vie a complètement changé, en tout cas pas avec le premier, parce que j'ai eu la chance d'avoir une fille qui a fait ses nuits très très rapidement, donc ça a rendu jaloux ou jalouse beaucoup d'amis, mais elle m'a laissé dormir. On avait une organisation à la maison qui était assez facile parce que on avait une nounou, et du coup c'était la nounou qui, en arrivant à 9h, réveillait notre fille qui dormait encore. D'ailleurs, on avait voulu avoir une place en crèche, et au bout de quelques mois, on s'est dit on retire notre demande parce que c'est tellement cool et c'est tellement pratique d'avoir la nounou à la maison. Le fait de pouvoir rentrer un quart d'heure plus tard que prévu ou un quart d'heure plus tôt, finalement, ça n'a d'impact ça n'a pas d'impact sur nos jobs. Donc, non, pas un énorme changement. Ni de rythme, ni de fait que tout d'un coup, on arrête de donner la priorité au travail ou même aux gens à l'extérieur. Par contre, je me rappelle très bien justement, avant de partir, ça devait être la veille de mon départ en congé maternité, j'avais une discussion avec un de nos vice-présidents de la région, où justement je lui évoquais un peu ce petit sujet, cette petite situation qui me convenait pas tellement dans mon travail, et lui m'avait dit laisse tomber, tu vas voir, tu vas partir en congé maternité, et quand tu vas revenir, tes priorités ont changé. Et je me souviens que cette phrase m'a choquée, et je lui en ai reparlé après, et lui-même s'étonne de m'avoir dit ça maintenant avec tout ce qu'on dit sur toute la promotion de la diversité. Mais c'est vrai que ça m'avait choquée, et que je me suis dit, je vais lui prouver le contraire, et je vais me prouver le contraire. Et pour moi, la maternité ne va pas changer complètement mes priorités. Il y aura une nouvelle priorité qui va s'insérer parmi les autres, mais il faut que je fasse avec. Ça t'a pas rajouté une pression, en fait?
tu as pu vivre plus sereinement cette transition. Ouais, ça m'a pas rajouté une pression, mais aussi parce que je pense que j'ai eu la chance d'avoir, et puis même les deux, d'avoir des enfants, et je touche du bois, mais qui sont faciles. Alors, je sais que ton entreprise, donc PayPal, a joué un rôle important dans ton évolution. Est-ce que tu peux nous décrire la culture d'entreprise, parce que je pense que c'est très important, autour de la parentalité et de la maternité pour les femmes? Alors, moi, il y a quelque chose que j'aime bien raconter, un programme qu'on a en place chez PayPal et qui vient de l'héritage de eBay, qui est le sabbatical. Donc, en fait, chez PayPal, tous les 5 ans, on a un mois de vacances en plus des congés payés habituels. Ce qui fait que c'est une année où on a beaucoup de vacances. et donc, ça, c'est partout dans le monde. Et donc, en France, on a déjà quand même pas mal de vacances. Donc, assez souvent, les gens, pour pouvoir poser ce mois, vont la coller à leurs vacances d'été, par exemple, ou à d'autres vacances. Et ce qui fait que très régulièrement, on a des gens dans l'équipe qui disparaissent pour minimum 6 semaines, 2 mois. Et c'est des hommes ou des femmes. Et même si aujourd'hui, PayPal, on a des super chiffres en termes de diversité, mine de rien, quand je suis arrivée il y a bientôt 9 ans, notamment au poste de direction, c'était surtout des hommes. Et donc, c'est quand même intéressant de voir ces hommes directeurs partir 2 mois comme ça. Et puis finalement, 5 ans, ça revient vite. Et quand tu es une petite centaine dans l'entreprise, tu as quand même des départs assez réguliers. Ce qui fait qu'il y avait plus d'hommes qui s'absentaient que de femmes qui, elles, partaient en congé maternité. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça a complètement décomplexé les femmes par rapport au congé maternité, parce qu'il y a effectivement une espèce de culpabilité par rapport au fait que on va s'absenter. Donc du coup, on va peut-être se rendre compte qu'on n'est pas indispensable, que l'organisation va s'organiser pour nous seconder ou nous remplacer pendant ce temps-là. Donc est-ce qu'on va retrouver ses marques quand on va revenir? Est-ce qu'on va pas se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui fait le job mieux que soi? Et en fait, le fait que ça arrive aux hommes et aux femmes, et que surtout on soit dans une organisation qui sait gérer l'absence, fait que le congé maternité ne semble pas être un problème pour les femmes ici. Et moi, je me souviens l'année où j'ai accouché de mon deuxième enfant, on était 8, 9, une petite dizaine de femmes à être enceintes en même temps et à partir en même temps. Et en fait, tout le monde se félicitait. Il y avait une espèce d'atmosphère hyper joyeuse dans l'entreprise et personne ne s'inquiétait du fait que on allait disparaître parce qu'on a appris à s'organiser, parce qu'il y a quelqu'un dans ton équipe qui va prendre le relais, parce qu'il y a même quelqu'un d'autre dans ton équipe, pas dans ton équipe, dans une autre équipe qui a toujours été intéressé par ce que tu faisais, avec qui tu vas prendre contact et tu vas lui dire, tu as l'occasion pendant 2-3 mois d'essayer de faire autre chose. Donc voilà, tout le monde est volontaire pour aider à combler les trous. Et ce qui fait que les femmes sont totalement décomplexées et que ça se passe super bien et qu'elles retrouvent leur rôle sans souci, voire elles sont promues. Et si effectivement il y a une personne qui a super bien fait le backup pendant ton absence et que toi tu as des velléités de faire autre chose, les choses se passent de façon très naturelle. Et même dans les hauts postes, toi tu es directrice générale, tu prends ce mois tous les 5 ans? Alors moi, il va arriver l'année prochaine. C'est marrant parce que je l'ai pris, ce mois, je l'ai pris... je l'ai pris en janvier 2017. Et donc, en fait, décembre 2016, on annonce le fait que je reprenne la direction générale de PayPal France. Et tout le mois de janvier, je suis absente parce que c'est mon sabbatical. Ce qui a été top parce que je me suis dit c'est génial, c'est annoncé, puis maintenant je disparais pendant 1 mois, j'ai 1 mois pour recharger mes batteries, pour penser à autre chose, pour faire la fête avec mes copines. En fait, je me souviens, j'avais pris 1 mois et j'avais fait plein de trucs différents. Je suis partie au ski avec mon mari et mes enfants 1 semaine. Après, je suis partie 1 semaine à Dubaï avec des copines justement pour se retrouver entre copines. Et ensuite, je suis partie au Club Med au Mexique avec ma fille à l'époque et mes parents, et j'ai laissé le bébé à mon mari. Et voilà, et je suis revenue effectivement d'un mois super riche. Oui, tu pouvais que commencer de manière positive. Tu n'avais pas Exactement. l'impression qu'on t'a volé du temps en fait. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est vrai que souvent, quand je vois la façon dont mes collègues aussi utilisent ce mois, c'est pour des breaks vraiment très perso. Il y a des gens qui partent faire un peu des retraites, c'est un peu à la mode, les retraites de yoga, de méditation. En tout cas, ils se débrouillent pour, sur le mois, au moins prendre la moitié du temps seul
sans famille et essayer de se tourner un peu vers soi. Sans enfants, exactement. Les vraies vacances. et tu disais aussi dans le podcast de Génération XX avec Siam que la culture d'entreprise aussi, c'est de ne pas mettre des réunions à des heures qui posent problème quand on a des enfants. Ouais. Je trouve que c'est hyper intelligent parce qu'on l'entend pas souvent en France. En France, on a une culture où plus tu termines tard, plus ça veut dire que t'es performant, ce qu'il faut. Mais... Ouais, et en fait, ça, je pense que c'est pratique, ça doit venir d'en haut. Et ce qui est le cas. Et puis, je pense que ce que je racontais aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est que donc moi, mes deux derniers managers qui sont des hommes sont assez exemplaires en termes de partage des tâches à la maison. Donc, ça a été ces deux hommes pour qui c'est important d'être chez soi le soir et de dîner avec ses enfants. Évidemment, quand ils ne voyagent pas, mais bon, ça arrive quand même assez souvent. Et du coup, moi, j'ai toujours vu mes managers, en tout cas dans les 5-6 dernières années, plier leur cahier, leur ordi à 18h30 et rentrer chez eux. Ce qui fait que... Et même essayer d'aller leur parler en lui disant avant que tu partes et clairement qu'on me dise désolé, en fait, on en parlera demain parce que en fait, là, j'ai plus qu'une minute et je dois rentrer. Et en fait, je trouve que le fait de voir des hommes démontrer ce comportement et finalement a énormément d'impact, plus qu'une femme, parce que c'est toujours un peu cliché de voir la femme qui doit partir à 17h30 ou à 18h ou à 18h30 pour relayer la nounou ou aller chercher son enfant à la crèche. Et je trouve que le fait de voir des hommes le faire encore plus de poids. Et on parle toujours de rôle modèle. Je pense que c'est important d'avoir des rôles modèles hommes et des rôles modèles femmes. Donc des rôles modèles femmes qui montrent que oui, c'est possible d'avoir une carrière en entreprise, mais aussi des rôles modèles hommes qui montrent qu'il n'y a pas que les femmes qui sont en train de militer pour le partage des tâches à la maison ou pour effectivement s'occuper des enfants le soir, et que il y a des hommes qui sont contents de le faire, qui ont envie de le faire, que je pense que on est en train de changer avec les nouvelles générations, mais c'est important de voir que ça change d'un point de vue masculin. Et est-ce que ça veut dire que quand tu pars, je dis tôt entre guillemets, parce que vers 18h, 18h30, tu retravailles derrière une fois que tes enfants sont couchés, ou vraiment ta journée elle peut être terminée à ces heures-là? Alors, moi j'ai de la chance d'avoir aussi un mari qui pour qui c'est aussi important d'être là le soir et puis de voir les enfants. Donc souvent, alors je me souviens quand on avait notre fille, on avait un truc un peu processé où on s'était presque fait un tableau Excel pour se dire qui rentrait quand et qui partait en premier le matin. Quand il y a eu le deuxième, on a totalement lâché. Mais bon, du coup, on le fait un peu en complètement bonne entente, où on s'envoie un texto à 18h en disant est-ce que tu penses que tu pourrais être là ou pas et du coup, finalement, ce qui est amusant, c'est que comme on n'a pas d'organisation à ce niveau-là, on se conditionne tous les deux pour être rentrés à la maison à 19h30 maximum. Et donc en fait, ça arrive, mais je pense la moitié de la semaine, qu'on soit tous les deux là vraiment à 19h30. Est-ce que je retravaille après? Ça peut m'arriver. Parce que souvent, effectivement, quand je pars à 18h30, 19h, du coup, je m'arrête de regarder. J'ai pas pu regarder tous mes emails. Ou d'ailleurs, moi, je suis dans une boîte américaine, donc on travaille quand même assez souvent avec l'autre côté de l'Atlantique, et donc ça m'arrive de recevoir des emails effectivement un peu plus tard. Mais jamais je vais me mettre de façon studieuse sur un bureau. Après le dîner, donc si je dois retravailler, en gros je retravaille dans le canapé devant la télé ou en discutant avec mon mari. Donc c'est pas je le vis assez facilement en fait. C'est pas trop contraignant. Et tu parlais de l'organisation avec ton mari, tu parlais de ce tableau Excel. C'est quelque chose dont vous aviez parlé avant d'avoir ton premier enfant, ou ça s'est organisé au fil du temps? Pas du tout, je pense qu'on l'a fait, à mon avis, après une grosse crise, où on devait se battre sur est-ce que tu fais 50-50 ou est-ce qu'on fait 60-40 ou 70-30, et à un moment donné, on s'est dit, bon, écoute, en fait, on va juste essayer de se rendre la vie un peu plus facile. Et puis, ça a été aussi des moments où on pouvait tous les deux se le permettre dans nos jobs, et ça aussi, je pense que ça... Voilà, il y a des moments dans la vie où les deux peuvent pas se le permettre. Donc la question, c'est comment tu fais pour épauler ton conjoint si effectivement l'arrivée d'un enfant rime avec une prise de poste ou un moment dans la carrière un peu compliqué, et comment tu te rassures sur le fait que potentiellement tu pourras te rendre l'appareil
un peu plus tard. Mais donc, c'est vrai que nous, avec l'arrivée de notre première fille, on était tous les deux dans des environnements où on savait que on pouvait concrètement partir tôt le soir sans que ça ait d'impact, parce que malheureusement, comme tu le disais, il y a toujours des environnements où quand tu vois les gens partir tôt, tu les juges, bien que le job puisse être totalement fait. Mais c'est vrai que quelques mois après, lui, à ce moment-là, travaillait beaucoup avec l'Afrique, donc il avait beaucoup de voyages. Et on s'organisait. Et puis aujourd'hui, c'est plutôt moi parce que je me remets à pas mal voyager. Et donc, il y a des semaines ou des bouts de semaine où je suis pas là. Et en fait, on a quand même cette bonne organisation où on a une nounou qui est là jusqu'à 19h, 19h30. Donc, du coup, il y a l'heure le soir où maintenant il y a des devoirs parce que notre fille est en CE1 et commence à avoir des devoirs un peu sérieux. Mais sinon, la semaine, ça tourne assez bien. L'année où tu es nommée directrice générale, tes enfants, ils ont quel âge ? Alors, ma fille a 4 ans et mon fils 1 an. Est-ce qu'à un moment, ça te fait peur de prendre autant de responsabilités, ça va impacter ta vie familiale ? En fait, ça me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est que ça impacte ma vie familiale et ma vie sociale et amicale. Et voilà, tout. En fait, la peur que j'ai, c'est que ça impacte toute ma vie en dehors du travail. Et je me souviens... Enfin, moi, je suis quelqu'un de très... Je peux me laisser distraire, donc j'essaie de... Tu vois, là, j'ai mon téléphone qui est retourné, comme ça, je regarde pas qui m'écrit. Mais c'est vrai que par moment, je sais pas pourquoi, je fais beaucoup d'associations d'idées, et puis, je sais pas, je peux être sur un site avec lequel on travaille, un commerçant PayPal, et me dire, ah bah zut, tiens, j'ai oublié d'acheter ça, et me dire, il faut que je le fasse tout de suite, sinon je vais oublier. Et c'est vrai que avant de prendre ce job, j'avais l'impression de... perdre un peu mon focus à plusieurs moments de la journée parce que j'avais quelque chose qui me venait à l'esprit et j'avais l'impression que je devais le faire tout de suite pour m'en débarrasser. Et je voyais mon manager que je trouvais justement extrêmement focus et je me disais, mais s'il faut que j'arrête toutes ces micro-tâches que certains appelleraient la charge mentale, je vais pas m'en sortir, et si c'est pas moi qui le fais, qui va le faire? Et voilà, donc je me suis un peu angoissée toute seule, mais en fait, je me suis rendu compte que chacun a sa propre façon d'appréhender son travail, et que si je dois prendre un quart d'heure dans ma journée pour faire une livraison Claire ou Monoprix, ou racheter des bottes de pluie, ou peu importe, ou le t-shirt rouge parce que maintenant le sport c'est en rouge et blanc, enfin bref, voilà, si je me souviens d'un truc que je dois faire pour mes enfants, je le fais et je culpabilise pas du tout. Est-ce que ta plus grande, elle comprend que tu puisses être un modèle pour les femmes et que tu as des responsabilités très fortes ? Alors, elle comprend que j'ai des responsabilités, et elle comprend parce qu'on échange beaucoup. Et c'est vrai que c'est une petite routine qu'on a mis en place parce que je me suis rendu compte que le soir, souvent, j'étais fatiguée. Et puis les deux sont en train de se battre pour savoir le livre duquel on va lire ou quel jeu on va faire. Et puis ils ne sont pas d'accord. Et puis à un moment donné, je leur ai dit, vous savez quoi, là je suis fatiguée, donc on va juste se mettre sur mon lit et puis on va juste se raconter notre journée, parce que en fait, moi j'ai aussi envie de savoir ce qui s'est passé dans votre journée, et puis vous avez peut-être envie de savoir ce qui s'est passé dans ma journée. Et on a commencé à faire ça, et avec mon mari aussi parfois, où l'un après l'autre, on raconte nos petites histoires de la journée. Et j'ai trouvé ça aussi super bien pour eux, parce que je me rends compte que maintenant quand j'arrive, ils ont déjà préparé leur histoire, et avant c'était hyper... ça bredouillait, enfin voilà, l'histoire elle mettait 15 minutes pour sortir. Maintenant ils savent exactement ce qu'ils veulent me raconter de leur journée, et surtout en fait ça les amuse que je leur raconte des choses qui se passent dans ma journée. Et donc au départ j'essaie de raconter des trucs un peu anecdotiques, genre où est-ce que j'avais déjeuné, en me disant il faut que je raconte des choses qu'ils comprennent. Et petit à petit je me suis mis à leur raconter des vraies choses, des vrais challenges que j'avais, ou alors des succès qu'on a célébrés. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils ont de mieux en mieux compris ce que je faisais. Alors, ça reste quand même très théorique, mais ils s'intéressent. Et là, par exemple, il y a quelques temps, on cherchait un nom pour un projet qu'on lançait. Et ma fille, tous les soirs, me disait, alors, ça a avancé le nom pour ton projet? Et en s'endormant, elle me disait, j'espère que pendant la nuit, je vais avoir une idée, parce que j'aimerais bien trouver le nom pour ton projet. C'est mignon. Et voilà, et je me dis qu'en fait, c'est quand même sympa d'échanger, et on a toujours l'impression que les petits comprennent pas ce qu'on fait. Moi, je me souviens quand ils étaient tout bébés, on me disait faut leur parler, ils comprennent. Et je me disais mais c'est pas possible qu'ils comprennent. Et en fait, probablement qu'ils comprennent plus que ce qu'on pense. Et en tout cas, ils se sentent fiers
de pouvoir être aussi associé à ce qui se passe et de voir qu'on casse un peu les barrières entre la vie professionnelle et la vie familiale. Et par exemple, nous, on organise aussi des Noëls au bureau, donc ils ont rencontré mes collègues. Et rien que le fait de connaître 2, 3, 4 noms de gens avec qui je travaille au quotidien, ça les rassure. Ils me posent ils me demandent des nouvelles de collègues qui sont dans mon équipe. Et ouais, je trouve ça très touchant. Alors, je pense que maintenant, tu as l'étiquette de la DG maman qui a réussi. Est-ce que tu aurais la recette, pas miracle, mais à ton avis, comment est-ce qu'il faut faire concrètement pour que les femmes elles puissent allier la maternité avec la carrière? C'est quand même le défi de notre génération aujourd'hui, de pouvoir prendre des hauts postes comme le tien. Je pense qu'il y a un sujet qui est aussi... en fait, quelle implication on veut mettre dans son travail et quelle implication on veut mettre dans sa famille. Et c'est vrai que l'implication dans son travail, quelque part, elle est un peu dictée par la culture de l'entreprise. Et je pense que là, j'ai eu vraiment énormément de chance en arrivant chez PayPal d'être dans une entreprise qui a une vraie culture de respect de la vie personnelle, du bien-être des femmes. Donc, y a beaucoup d'entreprises qui parlent beaucoup de ce sujet, mais je trouve pas forcément beaucoup qui ont des vrais résultats à prouver. Et nous, je pense qu'on a vraiment su allier chez PayPal le côté un peu... on a des résultats parce que, mine de rien, comme toutes les grosses boîtes, à un moment donné, il y a eu des quotas et il a fallu prouver qu'on avait 40% de vice-présidentes femmes et près de 50% employés femmes. Donc, à un moment donné, tu mets tout en place pour que ça marche. Et effectivement, tu fais en sorte qu'il y ait des femmes dans les processus de recrutement, de promouvoir des femmes qui ne l'avaient pas été depuis des années. Et en parallèle de ça, je trouve qu'on a créé... toute cette biodiversité pour que les femmes se sentent à l'aise. Donc, vraiment encourager les gens à prendre ce sabbatical. Voilà, ne pas hésiter à laisser, effectivement, à déjà annuler ces rendez-vous qui sont tard le soir. À ce qui est des groupes au sein de l'entreprise pour que les femmes puissent s'entraider. D'ailleurs, on a des groupes, c'est aussi quelque chose qui est assez sympa chez PayPal. On a des communautés qui sont un peu comme des associations dans une école ou sur un campus où en fait chaque personne dans l'entreprise est fortement encouragée à rejoindre une de nos communautés qui va travailler sur différents types de sujets et donc pour s'aérer un peu aussi l'esprit par rapport à son rôle purement professionnel. Donc on a la communauté GIVE pour tout ce qui est association caritative. On a Unity pour justement tous les sujets de diversité où on fait venir des femmes inspirantes pour parler. On organise des... Ah oui, donc en interne, vous faites de la promotion sur les modèles à suivre en fait. Exactement. Et il y a du lien, et il y a de la communauté, du partage. Exactement. Donc on fait venir des femmes, on organise des trainings. Donc il y avait un training super intéressant qui était sur tout ce qui était biais inconscient. Sur les préjugés qu'on a. Et puis alors c'était pour les hommes et les femmes et c'était assez intéressant de voir des hommes commencer le training en disant moi j'ai aucun préjugé, aucun biais avec les femmes et ressortir en disant en fait j'ai un gros biais et je m'en rendais pas compte. En fait je suis misogyne. On n'est pas dans donc voilà, on a handicap Opportunity qui en fait réfléchit sur tous les sujets de handicap parce que justement dans cette vague de jeunes mamans, il y a eu des mamans qui ont été confrontées à ce sujet et voilà donc et LGBT donc voilà, donc on a déjà cette ouverture d'esprit de se dire au-delà de notre rôle dans l'entreprise, de notre vrai job professionnel, c'est important de s'ouvrir à toutes les problématiques de notre génération. Et donc voilà, donc je trouve que quelque part l'entreprise fait en sorte que ton implication dans la boîte soit d'une certaine façon irréprochable, mais en même temps t'empêche pas d'avoir d'autres centres d'intérêt dans ta vie. Après, la question de quelle est l'implication que tu veux donner, que tu veux toi donner dans ta famille, je pense qu'elle est liée déjà à ton couple et au fait que tu puisses être deux à t'impliquer et que tes enfants comptent pas que sur toi-même. C'est lié aussi à la relation que tu vas avoir avec tes enfants. Et moi, je me suis toujours dit, en fait, je préfère favoriser la complicité que l'autorité. Et j'ai envie, quand je rentre le soir, justement, qu'ils aient envie de me raconter des choses et que on ait des vrais moments de partage plutôt que ce soit faire la police parce que le dîner n'est pas fini, parce qu'il faut se dépêcher d'aller se laver les dents, parce qu'il faut dépêcher d'aller se coucher, parce qu'il y a une mauvaise note à l'école. Bon, et encore les notes, ça arrive maintenant, donc on verra comment on va apprendre ce sujet-là. Mais pour moi, c'est un peu... j'oppose vraiment l'autorité à la complicité et j'ai vraiment envie de créer cette complicité avec mes enfants. Et pour ça, je pense pas qu'il y ait besoin...
En fait, le temps que je passe avec eux, je préfère qu'il soit qualitatif que quantitatif. C'est un peu facile à dire, mais en même temps, je pense que voilà, ça nécessite des routines, ça nécessite de se poser des questions. Et voilà, mon but, c'est pas de rentrer tôt pour être sûr que je les ai vus 2 heures, pour avoir coché le fait que je les ai vus 2 heures, mais je préfère les voir 3 quarts d'heure et me dire que ces 3 quarts d'heure, ça a été important pour eux, que si jamais il y a quelque chose qui s'est passé dans la journée qui les a contrariés, qu'ils puissent m'en parler. Et pendant ces 3 quarts d'heure-là, t'avais pas ton téléphone, enfin, t'étais avec eux. Exactement, j'étais avec eux, et puis voilà, et de temps en temps, de prendre du temps avec un peu... l'un puis l'autre, et de m'assurer qu'il n'y ait pas de soucis, qu'ils ne s'angoissent pas, que effectivement en ce moment, si à un moment j'ai un peu plus de travail ou un peu plus de voyage, qu'ils comprennent pourquoi et qu'ils sachent que s'il y a le moindre souci, je suis là et qu'ils peuvent m'appeler et voilà, et que rien ne change et que notre relation ne change pas. Alors justement, tu en as un peu parlé, avec le fait de devenir DG, tu voyages beaucoup. Tu es une entreprise américaine, donc j'imagine que tu vas souvent du côté des États-Unis. Comment est-ce que là, vous vous organisez dans ton couple ? C'est pas la même chose quand on rentre tard ou quand on n'est vraiment pas là. Alors, en fait, paradoxalement, je voyage un peu moins qu'avant. Mais avant, j'avais pas d'enfant. Parce que quand j'ai commencé chez PayPal, j'étais dans une équipe produit globale. Donc, j'avais mon management aux États-Unis et j'y allais assez régulièrement. Là, mon rythme, c'est que j'y vais... 2 fois par an, donc c'est 2 semaines, 1 semaine par trimestre qui est honorable. Après, ça m'arrive effectivement assez régulièrement de voyager plutôt en Europe ou pour aller voir mes pairs dans d'autres pays où on a un gros centre d'opération à Dublin, donc voilà, je vais régulièrement à Dublin. Mais souvent, c'est 1 nuit, voire 2 maximum. Je prends le temps, donc d'habitude je les vois aller une grosse heure entre 7h30 et 8h30, et là pendant cette grosse heure là je prends le temps de faire 10-15 minutes de FaceTime, donc comme ça ils me voient et puis ils peuvent me raconter quand même quelque chose s'ils ont besoin. Il y a un peu la petite promesse du cadeau de l'aéroport, donc le goodies. Quand mon fils le plus petit le matin me voit partir en me disant je veux pas que tu partes, je lui dis mais attends, il y aura la petite voiture de police demain soir, donc là tout de suite ça efface un peu l'absence, donc là j'essaye d'arrêter les petits cadeaux parce qu'il y a trop de petites voitures de police à la maison. Mais voilà, il y a toujours quelque chose. Toujours une petite distraction et le fait qu'ils peuvent m'appeler, enfin voilà, j'ai la chance, ma nounou sait se servir aussi de FaceTime, donc si elle a besoin elle m'appelle, donc en général ça se passe bien. Et avec ton mari qui lui aussi a des grosses responsabilités, c'est ça? Ouais, mon mari il travaille chez Avasport et effectivement il a une belle équipe aussi. Maintenant il a cette flexibilité de pouvoir aussi rentrer à l'heure qu'il veut, il va retravailler le soir si besoin, mais il sait que c'est à certains moments, et puis on l'a toujours fait l'un pour l'autre. C'est rare qu'on se soit retrouvés un peu tous les deux à devoir voyager en même temps. Je pense que c'est arrivé une fois depuis qu'on a notre fille, donc dans les 7 dernières années. Et puis là, la chance qu'on a, c'est qu'on a tous les deux nos parents à Paris, pas trop loin, donc on sait aussi qu'on a des bons backups. En général, on essaie de les solliciter plus un soir, le week-end, pour arriver à dormir, à se faire une grasse matinée. C'est rare dans la semaine, mais en tout cas, on sait que c'est une option. On t'a beaucoup vu dans les médias avec ce que je te dis, cette étiquette de working mom qui réussit sur tous les plans. Est-ce que tu es à l'aise avec cette image ou est-ce que tu es heureuse, t'en es fière? Comment est-ce que tu le vis? Écoute, je suis assez touchée parce que... et puis aussi, suite à ces podcasts, j'ai eu des témoignages assez touchants où finalement, tu ne te rends pas forcément compte ou de la chance que tu as ou de l'image que tu projettes avant d'avoir un retour des gens. Et ce qui est marrant, c'est que donc, moi, je suis ingénieure, donc ça fait bientôt... 20 ans ou 15 ans qu'on me dit quel conseil tu peux donner aux femmes qui veulent être ingénieures, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes chez les ingénieurs. Et puis ensuite ça a été être une femme dans le conseil, bien qu'il y ait un peu plus de femmes dans le conseil. Ensuite une femme dans le monde de la tech, ensuite une femme effectivement directrice générale. Et en fait au début je me sentais avoir une responsabilité de trouver des choses intéressantes à dire et intelligentes à dire, et en même temps, j'avais pas l'impression
d'avoir des conseils spécifiques. J'avais pas l'impression d'être passée par des moments super compliqués. Et en fait, c'est vraiment avec le recul que maintenant, j'arrive à comprendre ce qui a fait et ce qui m'a aidé à devenir une femme ingénieure. Et il y a un truc tout bête, parce qu'on parlait de rôle modèle, que j'ai réalisé il y a quelques jours. C'est que quand j'étais au lycée, et puis ensuite en prépa, on avait une jeune fille que mes parents connaissaient, parce que c'était la fille de notre pharmacienne qui avait fait Centrale, et qui ponctuellement nous donnait des cours de maths. Alors j'arrive plus à me souvenir du contexte pourquoi elle nous donnait des cours de maths, parce que moi et ma sœur jumelle et puis ma petite sœur du coup qui aujourd'hui aussi dans le secteur expert comptable, donc bon, bref, ma sœur jumelle est médecin, donc voilà, on est quand même plutôt toutes les trois scientifiques. Mais je sais que pour mon père c'était important qu'on soit vraiment top du top sur les maths, donc on avait cette jeune fille centralienne qui venait nous donner des cours de maths à la maison. Et du coup, je pense que ça a été mon rôle modèle. Et je pense qu'elle m'a inspirée. Elle avait l'air super équilibrée, super heureuse. Et du coup, en fait, ça a été presque la seule personne que je connaissais qui avait fait Centrale. Comme si, voilà, Centrale pouvait être aussi un monde de femmes. Et ça, couplé au fait que j'ai eu des amis super bienveillants en terminale qui... croyaient en moi, croyaient au fait que je pouvais faire une prépa scientifique avec eux, bien que j'avais pas forcément d'idée de la suite. Ça a été des gens, des copains qui m'ont dit ouais, on choisira la même prépa que toi, on sera avec toi. Donc la combinaison du rôle modèle et des petits coachs a fait que je me suis embarquée dans cette filière de façon hyper sereine. Et voilà, juste pour dire qu'il a fallu attendre 20 ans plus tard pour me rendre compte que cette personne avait vraiment joué un rôle de rôle modèle, alors que je l'avais presque oublié. Et donc voilà, je me rends compte que parfois il faut prendre le temps, ça prend du temps de se rendre compte de quels ont été les moteurs et quels ont été les mécanismes et qu'est-ce qui nous a aidés. Mais du coup, je suis ravie de pouvoir en parler, je suis ravie de pouvoir témoigner. Ça me force justement à essayer de trouver des explications et pas toujours dire tout a été facile, parce qu'en fait, c'est pas vrai. Mais finalement, parfois, c'est des choses qui n'ont pas l'air si évidentes, mais qu'ils deviennent quand on en parle. Moi, je te disais tout à l'heure que voilà, c'est pour moi l'équilibre vie perso, vie pro, c'était ma famille, mais aussi mes amis. En fait, je vois beaucoup mes amis, je vois aussi beaucoup mes amis même seuls, donc des amis historiques avec qui je vais aller me faire un dîner en tête-à-tête. Et je suis entourée de beaucoup d'amis hyper bienveillants où... à la suite d'un dîner avec une de mes amies, je vais me dire mais en fait c'est marrant, j'ai presque l'impression d'avoir une séance de psy ou presque l'impression d'avoir une séance de coaching où on a un peu ce rôle mutuel de se coacher, d'être capable de se parler de tout ce qui va pas comme de ce qui va bien. Et j'ai toujours essayé de cultiver vraiment mes amitiés et de pas perdre les gens de vue et d'être là pour eux, parce que je sais qu'ils sont là pour moi. Alors j'ai une dernière question. En anglais, on aime bien cette phrase qui dit « Women can have it all ». Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que les femmes peuvent tout avoir ? C'est compliqué. Je pense que... moi, je suis assez convaincue qu'on peut être, en tout cas, autant épanoui que les hommes, si l'idée, c'est d'opposer les femmes aux hommes. Après, moi, mon approche, c'est moi, j'essaye de vivre dans le présent, et pas être dans la course de l'étape d'après. C'est amusant parce que quand j'ai repris ce job sur la France, j'ai une personne qui m'a dit j'ai vu des gens avant toi qui regardaient vers le haut, et toi tu regardes plutôt vers le bas ou sur les côtés. Et au début je l'ai pris assez mal, j'ai pas trop compris pourquoi on me disait ça. Et en fait j'ai compris plus tard que effectivement, moi, mon obsession, c'est de faire en sorte d'avoir un impact dans mon travail pour les gens, donc développer mon équipe. Et ça, je le dis assez souvent. Enfin, mon équipe chez PayPal, c'est ma famille, donc je suis hyper contente de les retrouver tous les matins. C'est d'avoir un impact justement sur mes amis, et je te parlais parfois de lever le nez pour faire des courses pour mes enfants, mais si j'ai un texto ou un appel d'une de mes copines dont je sais qu'elle traverse un moment
un peu compliqué ou pas, je vais toujours prendre le coup de téléphone parce que j'ai envie d'être aussi là. Donc voilà, je recherche vraiment à être utile et je recherche pas forcément à quelle va être l'étape d'après et comment je vais pouvoir monter encore d'une étape et choper la prochaine promotion. Donc j'essaye d'être dans le présent, de me rendre utile et je trouve que finalement à chaque fois les étapes d'après sont arrivées assez naturellement et voilà, je trouve que il faut pas toujours essayer de voir deux coups après, même si c'est un conseil qu'on m'a souvent donné. et en tout cas pour moi c'est ça qui marche, c'est de laisser faire les choses et je trouve que voilà, quand on se donne les moyens, les choses arrivent. Et puis une femme peut tout avoir, peut-être pas à 30 ans, peut-être pas à 40 ans, peut-être qu'il faudra attendre quelques années de plus, mais voilà, il faut y croire. Du coup, ça veut dire que t'as pas eu la sensation, toi, dans ta vie, je dis pas du tout que ta vie est finie, hein, tu es très jeune, mais d'avoir fait de sacrifices qui t'ont peiné. T'as la sensation que tout est arrivé quand ça devait. Ouais, j'ai pas eu l'impression de faire de sacrifices. Et d'ailleurs, moi, j'ai commencé dans un job très exigeant qui était le conseil, où effectivement, c'est quand même des métiers où on fait beaucoup de sacrifices sur sa vie perso. Et je sais pas pourquoi, moi, j'arrive quand même assez souvent à mettre à voir mes limites et à me mettre des limites, tout en me disant, ouais, peut-être que le fait de ne pas rester au travail à l'époque, parce que c'est plus un critère aujourd'hui chez PayPal, mais le fait de ne pas montrer que je suis la personne qui reste au travail jusqu'à minuit va avoir un impact sur ma progression dans l'entreprise. Mais pour autant, c'était vital pour moi d'avoir ce comportement. Et au final, ça m'a pas gênée. Donc, là où j'ai eu l'impression de faire un peu un sacrifice, c'est ma prépa. Franchement... Ça a été, voilà, comme je te disais, je m'y suis embarquée en faisant confiance à des gens, mais j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment dur. Et du coup, c'est vraiment la période de ma vie où j'ai l'impression d'avoir sacrifié tout au travail. Mais bon, à l'époque, j'avais pas de copains, pas d'enfants, pas de mari, voilà, ma sœur jumelle qui faisait médecine, donc qui était dans son tunnel aussi, ma petite sœur qui était au lycée, mes parents qui étaient hyper supportifs, donc mon noyau était autour de moi. Mais c'est vrai que c'est peut-être la période la plus difficile de ma vie. En fait, de ce que je retiens de ce que tu dis, c'est 1, tu as été proactive dans ce que tu veux, donc tu sais dire, et 2, tu sais dire de ce que tu ne veux pas. Et je pense que c'est hyper important, en fait. Tu as su mettre des... J'ai la sensation que nous, les femmes, on a beaucoup de mal à mettre des limites et qu'on se laisse souvent bouffer et qu'au final, on a peur de le faire. Mais en regardant ton exemple, ça marche. Ouais, et en fait, tu vois, encore une fois, j'apprends des choses en te parlant parce que j'ai toujours trouvé pourtant dur de dire non. Tu vois, à un moment, je me disais, faudra qu'un jour, j'écrive un livre sur l'art de dire non, quoi. Dire non à un chasseur de tête qui te propose un truc et en fait, tu t'engouffres dans le process parce que tu te laisses influencer. Mais tu as raison, il y a quand même eu des moments où c'était pas forcément dire non, mais c'était de dire ça va pas, donc on ouvre les options. Donc je pense que le point, c'est plutôt effectivement de pas fermer des portes, mais de dire est-ce qu'on peut pas en ouvrir d'autres parce que là, le chemin que je prends, ça me convient pas. Eh ben, merci d'avoir ouvert plein de portes pour les femmes qui nous ont écoutées. Merci beaucoup de ton temps, Caroline. Merci à toi. Et à très vite. À bientôt. Merci à vous d'avoir écouté ce 23e épisode. Merci beaucoup à Caroline pour son temps, d'avoir pris 1 heure dans son emploi du temps surchargé pour me parler et répondre à mon podcast. Vous pouvez toujours laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast ou mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, la Matrescence. Merci encore d'être toujours aussi nombreux à faire découvrir ce podcast autour de vous. Je lis vos messages. Si vous voulez me contacter, c'est via le compte Instagram @lamatrescence ou le compte Facebook, la page Facebook J'y vais moins. Je suis honnête avec vous. Je suis beaucoup plus présente sur Instagram où j'essaie de faire vivre ce compte et d'échanger avec vous.
Si vous découvrez ce podcast, surtout, sachez que vous avez 22 épisodes à rattraper, dont le premier où j'explique ce qu'est la matrescence et mon histoire personnelle. Vous avez des épisodes où on parle de charge mentale, où on parle de langue des signes, on évoque l'histoire incroyable par exemple de Tajine Banal, la marque de t-shirt d'allaitement. On parle de neurosciences avec la pédiatre Catherine Guéguin, c'est votre épisode préféré parce que c'est comprendre nos enfants à la lumière des neurosciences, très très intéressant. On parle de nature dans le dernier épisode avec un papa, auteur d'ailleurs d'un livre. Voilà, on parle de famille recomposée, on parle de famille homoparentale. Il y a tout un panel de sujets sur ces 22 premiers épisodes. Allez, à très vite.